Là, il faut bien lire l'énoncé. Beaucoup d'informations sont contenues dans les propos liminaires qui nous permettent de mieux situer le contexte de l'entreprise. Donc là, il s'agit d'une entreprise qui a été reprise par monsieur et madame Ducol suite à un héritage, il y a quelques années maintenant. Cette entreprise, au début, est un domaine viticole, plus exactement de production de vin. Les hectares de vignes sont loués. La vinification se fait sur place, le vin est vendu, soit pour une petite part directement à la propriété, pour la plus grosse part à la grande distribution. Et puis au fil du temps, s'est développée une activité qui de marginale est devenue majoritaire, c'est de l'hébergement touristique sous forme de chambres d'hôtes et de gîtes. Là, il s'agit de regarder quelle est la santé de cette entreprise familiale, car il y a des projets d'investissement. Investissement tout d'abord dans un équipement permettant de limiter la main-d'œuvre pour la récolte du raisin, et par ailleurs, c'est équiper les gîtes de piscines qui les rendraient encore plus attractifs. La seule chose, c'est que la machine de vendange, c'est 80 000 euros, la piscine, c'est 100 000 euros pour les estimations les plus basses. Est-ce que cette entreprise a les moyens, la rentabilité, la trésorerie, plus largement les capitaux pour pouvoir financer tout cela? On va commencer dans un premier temps à s'intéresser au solde intermédiaire de gestion, puis dans un deuxième temps au bilan fonctionnel, pour essayer de regarder ensuite, grâce à quelques ratios, dans quel état peut être cette entreprise. Je vais commencer donc dans un premier temps par le calcul des soldes intermédiaires de gestion. Alors cette entreprise commercialise quelques marchandises que je vais répertorier ici. On a pour 9 000 euros de marchandises. Un coût d'achat de ces marchandises qui est de 10 000 et un déstockage de 6 000. Quand on fait le calcul de la marge commerciale, eh bien on est face à une perte de moins 7 000. Ce qui va être le cas si j'étends mon calcul à N-1 où on était à moins 8 000 également en termes de marge commerciale. Ensuite on a la production vendue. Donc sur bien, ça c'est principalement le vin, et 288 000 pour l'année N. Là c'est les prestations touristiques. Production stockée, on en a également pour 31 000 euros, et aucune production immobilisée pour l'année N. Ce qui nous donne 441 000 productions de l'exercice N, que j'étends pour obtenir la production N-1 qui était légèrement supérieure. Avec la marge commerciale que l'on vient de calculer, avec la production de l'exercice que l'on a également calculé, nous pouvons nous orienter vers le calcul de la valeur ajoutée. Pour ceci, eh bien, on va récupérer la matière première qui a été achetée, les éventuelles variations de stock et les autres achats et charges externes. Ce qui nous donne pour N une valeur ajoutée de 158 000. Et pour l'année N-1 de 171 000 euros. De la valeur ajoutée, on va passer à notre excédent brut d'exploitation en rajoutant les éventuelles subventions d'exploitation. Là, il y en a eu pour 4 000. On retranche les impôts et taxes et on retranche les charges de personnel. On se rappelle que ici les charges de personnel, c'est 2 salariés à temps plein sur le domaine viticole, une femme de ménage à mi-temps pour aider Madame Ducol pour les gîtes et chambres d'hôtes, et ce sont ensuite des saisonniers pour la période de vendange. Au passage, Monsieur et Madame Ducol ne se paie pas, et ça fait un moment qu'il ne se paie pas sur cette entreprise. On est alors à 53 000 d'excédent brut d'exploitation pour l'année N, 77 000 pour l'année N-1. Ensuite, calcul du résultat d'exploitation. Donc on repart
comme on le fait depuis longtemps, de l'excédent brut. On rajoute les autres produits. On retranche les autres charges. Enfin, on retranche les dotations aux amortissements et provisions. Au passage, vous voyez que là, on avait 4 sortes de dotations aux amortissements et aux provisions. Il n'y a que des amortissements sur nos équipements, sur l'actif. Donc, ça, on le garde en tête, ça pourra peut-être nous être utile plus tard. Et puis, au passage, vous avez noté que les reprises sur amortissement et provisions sont égales à 0. Il n'y en a pas. Il faut dire que là, on est face à une entreprise qui est d'une taille modeste. On est dans les 400 000 euros de chiffre d'affaires. On n'est pas non plus sur une entreprise qui va rencontrer tous les types de comptes de produits et de charges qu'on peut trouver chez d'autres. Résultat d'exploitation, eh bien pour l'année N-1, on était à 2000 euros de résultat bénéficiaire. L'année N, on est à moins 25 000. Bon, c'est clair, sur ce qui est son métier, cette entreprise ne gagne pas d'argent. On y reviendra, mais on a vu déjà que sur la vente de marchandises, elle perd de l'argent et qu'il est fort probable que sur le vin, travaillant avec la distribution quand on est un petit producteur, c'est pas là qu'on gagne beaucoup d'argent. Donc effectivement, ça sera affiné par la suite, mais on a des premières pistes. Résultat courant avant impôt, on repart de notre résultat d'exploitation, on rajoute les produits financiers. Les produits financiers, on est à 0. On retranche les charges financières. Il y en a pour 11 000. Notez au passage que ce sont des intérêts et charges assimilés. Et on obtient ainsi notre résultat courant avant impôt de moins 36 000 pour l'année N. Il était de moins 22 000 l'année précédente. Enfin, on va s'occuper de nos éléments exceptionnels, c'est la partie complémentaire du tableau de compte de résultats. Donc au niveau des produits exceptionnels, on est à 1 pour l'année N. Au niveau des charges exceptionnelles, on est également à 1 pour l'année N. Il n'y aura pas de surprise. On devrait s'en sortir avec un résultat égal à 0. Et l'année précédente, on était à moins 1000. Enfin, le résultat de l'exercice, donc on va partir du résultat courant. On va rajouter le résultat exceptionnel. La participation des salariés, n'y comptez pas trop. Et on va enlever l'impôt sur les bénéfices s'il y a lieu. Et il y en avait pour l'année N pour 1000. En faisant ceci, je peux calculer le résultat de l'exercice. Vérification, on retrouve bien les moins 37 que l'on avait dans le compte de résultat juste en dessous et les moins 23 que l'on avait également. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Deuxième temps, eh bien, nous allons calculer les variations, histoire de voir un peu ce qui se passe. Donc je vais dédier une colonne à cette variation de nos soldes d'une année sur l'autre. Donc pour calculer ceci, toujours la même chose, la valeur n moins la valeur n-1, le tout divisé par la valeur n-1. Je tire vers le bas et on commentera juste après tout ceci. Après avoir fait un peu de ménage, puisque là, je fais des divisions aussi par 0. Voilà, le ménage est fait. Donc ce que l'on peut voir, c'est, et il ne faut pas se tromper ici, je le fais apparaître en rouge. Notre entreprise avait deux résultats déficitaires. Moins 23 000 en N-1, on passe à moins 30 000 l'année suivante. Et les 60,9%, ici il faut bien le lire comme une aggravation de la perte. C'est 61% de résultats de perte supplémentaires. Quand on s'intéresse à la marge commerciale, en termes de variation,
eh bien on peut voir immédiatement que là aussi on a une diminution, enfin on a une marge négative qui est légèrement moins négative en N, on est à moins 12% de perte, mais les marchandises c'est vraiment pas là où on gagne de l'argent, c'est plutôt ce qui nous coûte au pilori. On en vend un peu plus, c'est un peu moins catastrophique que par le passé, que par N-1, mais on va pas y rester longtemps, c'est vraiment très mineur par rapport à ce que fait l'entreprise. Ce que l'on peut voir, c'est qu'elle a légèrement augmenté sa production vendue, et ne teniez pas compte de l'évolution de la production de l'exercice. La diminution, c'est lié avant tout à la production immobilisée qui est existante en N-1, qui ne l'est plus en N. Donc restez avant tout sur l'analyse des deux types de production vendue et stockée, où vous voyez que la production vendue est en hausse et que la production stockée l'est également. Si on regarde plus le compte de résultat, ce que vous voyez surtout, c'est qu'on est face à une hausse des ventes de services. Là, on a 41 000 euros de chiffre d'affaires sur ce qui est location touristique en augmentation. Par contre, on a une diminution des ventes de biens, c'est-à-dire du vin, qui passe de 150 à 122 000. Là, c'est 33 000 euros de chiffre d'affaires en moins. Et la logique est aussi très présente, parce que là, vous voyez qu'il y a une augmentation encore des stocks de cette production de vin. Donc, maintenant, la valeur ajoutée, là, c'est là où les éléments sont plus préoccupants, puisque la valeur ajoutée baisse de 7,6%. La raison principale en est l'augmentation des consommations en provenance de tiers, 4,2% de plus. Là, on n'a pas le détail, mais on a compris que dans les consommations en provenance de tiers, vous avez tout ce qui a été cherché à l'extérieur, entre autres. On a des achats et charges externes, c'est notamment la location du vignoble, ce sont des choses de ce type-là. On peut effectivement se poser la question, est-ce que louer ce vignoble et produire du vin reste une bonne idée, en tout cas en jouant ceci comme étant une part encore importante de l'activité. Avec une valeur ajoutée en baisse, eh bien on retrouve un excédent brut d'exploitation, lui également en baisse. Forte diminution à 31%. La raison en est simple, la valeur ajoutée était déjà en train de baisser et on a qui passe alors à ce moment-là pour aggraver les choses des charges de personnel qui augmentent de 17%. Donc là c'est un problème que l'entreprise veut essayer de régler par l'achat d'un équipement qui permet d'économiser de la main-d'œuvre. Certes une bonne idée, 16 000 de charges de personnel en moins, peut-être qu'effectivement ça sera quelque chose qui dans le temps peut jouer, mais ici on a quand même une chute de l'excédent brut d'exploitation, c'est un peu préoccupant. Résultat des cours, c'est bien le résultat d'exploitation, lui c'est moins 1350%, très logiquement, quand vous avez le BE qui est revu fortement à la baisse, il ne faut pas oublier qu'on a entre autres des amortissements qui sont une charge fixe et qui vous pénalisent d'autant plus lourdement. D'autant plus lourdement d'ailleurs qu'elles ont augmenté d'une période sur l'autre. Après pour la suite, plus grand chose d'intéressant à dire, les montants sont faibles. Sur l'exceptionnel, on est vraiment sur des points où il n'y a pas grand chose à dire, sur des montants d'1 millier d'euros à chaque fois. On peut constater par contre que l'entreprise est sans doute en voie de désendettement, puisqu'on a une diminution des charges financières. Ça sera à confirmer avec l'étude du bilan. Ensuite, calcul des taux de marge, ça va être très rapide. Les taux de marge ou de marque commerciale n'ont aucun intérêt puisque la marge est négative. Le taux de marge bénéficiaire également négatif, donc ça ne sert pas à grand chose de le calculer. Les seules choses que l'on peut éventuellement calculer, c'est des taux qui portent sur l'excédent brut d'exploitation. Donc on peut aller calculer le taux de marge brute d'exploitation pour l'année N, comme pour l'année N-1.
Alors c'est parti pour l'année N, on prend l'excédent brut
Maintenant, calcul des taux qui peuvent accompagner ce besoin en fonds de roulement, ce FRNG, etc. Donc pour ceci, je vais commencer par calculer le poids du besoin en fonds de roulement d'exploitation. Donc pour ceci, je prends le besoin en fonds de roulement d'exploitation pour N 260 et je vais le diviser par le chiffre d'affaires réalisé cette même année, soit 419. Et je duplique le calcul pour l'année N-1. J'arrange un peu tout ceci en le présentant sous forme de pourcentage. Et là, on voit le début effectivement des problèmes. Ce qu'on avait pressenti sur le bilan fonctionnel ne fait que se confirmer. En N-1, près de 48% pour le poids du BFR. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a 100 € de chiffre d'affaires réalisé, c'est 48 € de besoin en fonds de roulement d'exploitation supplémentaire qui apparaît, qu'il faut couvrir, et donc qui va consommer de la trésorerie à hauteur équivalente. Et en N, eh bien, la situation se complique encore, puisque là maintenant on est passé à un peu plus de 62%, ce qui signifie que chaque fois qu'il y a eu 100 € de chiffre d'affaires réalisé, c'est un peu plus de 62 € de besoins en fonds de roulement d'exploitation qui sont apparus. Donc une consommation de trésorerie qui va en s'accélérant, ce que l'on a vu précédemment ne faisait que le confirmer. Alors essayons peut-être de quantifier les choses. Je propose un ratio de rotation des stocks. Alors comme ici on n'a pas énormément de documents, je vais faire une rotation des stocks de produits finis et en cours confondus, ce qui va beaucoup me sauver la mise. Ici, comme j'ai que deux bilans, je ne vais pouvoir faire que le calcul du ratio de rotation pour l'année N. Donc pour ceci, je vais faire la moyenne des stocks d'encours et de produits finis. Donc pour ceci, je prends la valeur que l'on va avoir à l'actif du bilan. Ici, pour le N-1, je suis très tranquille. Je prends la valeur nette, ce qu'il ne faudrait pas faire, mais parce que je sais que dans le compte de résultat, il n'y avait strictement aucune provision sur stock. Donc, ce qui veut dire que la valeur nette et la valeur brute du stock en N-1 est la même, ce que l'on voit également d'ailleurs en N. Donc je prends ces valeurs que je divise par 2, ça m'en fait ainsi la moyenne, et tout ceci, je vais le rapporter à ce que je vais estimer comme étant le coût de production. Alors mon calcul va être en partie biaisé, je remonte sur le compte de résultat, je vais prendre pour ceci en termes de coût de production l'achat de matières premières, ça c'est certain, ça rentre dans les produits fabriqués. Je vais rajouter les autres charges et charges externes. Alors là j'ai un problème parce que il n'y a pas de distinction entre ce qui concernait les hébergements touristiques et la production de vin. Mais je me dis que là, louant plusieurs hectares de vignes, fonctionnement des pressoirs, de la cave, etc., ça doit quand même consommer la grande part ou la plus grande part de ce que j'ai pu acheter à l'extérieur. C'est en grande partie faux, mais il va falloir que je trouve une solution. Donc j'ai pris celle-ci. Et puis je vais rajouter également ce qui peut être salaire et charge sociale. Là aussi, en me disant dedans, je vais avoir le temps partiel de la femme de ménage qui travaille sur les gîtes, mais j'ai surtout le salaire des 2 employés à l'année pour la viniculture, ainsi que tous les extras qui viennent en renfort. Donc je vais en rester là par contre, parce que dans l'idéal, il faudrait rajouter les dotations d'amortissement, mais là, dotations d'amortissement, ça me renvoie aussi bien à des installations de production, là très certainement ça concerne la vigne, mais aussi à ce qui est bâtiment. Et là c'est plus compliqué parce que je vais avoir du bâtiment à vocation industrielle et j'ai les fameux 8 gîtes et 3 chambres d'hôtes. Ça fait partie de l'ensemble, là je suis incapable de l'utiliser, donc je préfère ne pas faire de bêtises en le prenant. Et je multiplie par 360 jours. Ce qui va
nous faire une rotation de stock de l'ordre de 245 jours. Là, les virgules, les décimales, ça sert pas à grand chose. On est sur un ordre d'idée, mais ça veut dire que vous avez en stock 245 jours de produits fabriqués. Dit autrement, vous avez pour 8 mois de fabrication en stock. Bon, en soi, c'est pas choquant, c'est du vin, donc c'est vrai qu'on ne vend pas forcément l'intégralité de la production de l'année en quelques semaines. On a en cave peut-être plusieurs années de vin, mais ça fait quand même, vous voyez, quelque chose qui est important à financer. Là, on l'a rencontré déjà tout à l'heure. Je vais également faire un ratio de rotation des créances clients, en sachant que c'est un ratio qui là aussi va être un ratio compliqué à analyser parce que complexe. Les clients, on en a de plusieurs sortes. On a les clients qui touchent d'abord à la partie viticole. Deux sortes de clients. 20% de ces clients, c'est de la vente directe à la ferme. Donc ça, j'imagine que vous comme moi, on passe à la cave acheter quelques bouteilles, on paye cash. Donc là, pas de surprise. Après, surtout, on a la vente, pour 80% des ventes, ça se fait à destination de la grande distribution. Donc là, un temps sans doute de paiement à la clé, d'autant plus que Monsieur Ducol semble dire que c'est assez compliqué comme négociation. Il a dû sans doute lâcher pas mal de dérèglements. Et puis une autre clientèle, c'est la clientèle des gîtes, des chambres d'hôtes, clientèle touristique. Mais là aussi, c'est une clientèle qui paie euh, cash, voire même avec acompte. Donc c'est pour ça que ce ratio de créance-client, là, me plaît pas énormément. L'idéal, ça serait d'avoir quelque chose de plus analytique. Sauf que là, en analyse financière, on n'a pas les informations pour le faire, on n'a qu'un bilan. Quoi qu'il en soit, ce calcul, je le ferai de la manière suivante. Je prendrai la créance client N et N-1 que je divise par 2 pour en avoir la moyenne. Et tout ceci sera divisé par le chiffre d'affaires réalisé, toute taxe comprise. Donc j'applique mes 20% de TVA. Il n'y a pas de raison de mettre autre chose, puisque là, aux dernières nouvelles, le vin n'est pas un produit dit de première nécessité, fois 360, ce qui va nous donner alors un chiffre qui pour nous oui, est très baroque, 14 jours de créance client. Mais 14 jours de créance client, quand vous savez que le vin c'est 80% des biens vendus et que le vin représente un tiers seulement des ventes, bah là je peux faire une extrapolation assez rapide. 80% d'un tiers, ça me fait pas loin d'un quart du chiffre d'affaires. Et bien si j'ai 14 jours pour l'ensemble de mon chiffre d'affaires, ça veut dire que j'ai un règlement qui doit se faire aux alentours de presque 2 mois pour ce qui est de vente à la grande distribution. Voilà, c'est un peu la manière dont je peux m'en sortir, donner un ordre d'idée, parce que le 14 en lui-même ne signifie vraiment pas grand chose. Ensuite, rotation des dettes fournisseurs. Pour ceci, je prends la valeur au bilan de la dette fournisseur N et de la dette N-1 que je divise par 2. Ça nous donne ainsi la dette moyenne sur l'année. Et ceci, je vais le diviser par l'ensemble de nos achats TTC. Donc l'ensemble de nos achats, on le trouve dans le compte de résultat. C'est de l'achat de marchandises pour cette année, c'est de l'achat de matières premières, et c'est autres achats et charges externes, que je multiplie par 1,2 pour tenir compte de la TVA, et fois 360 jours. Ce qui nous fait alors une dette fournisseur qui dispose d'un délai de règlement de 45 jours, un mois et demi pour régler les fournisseurs.
Continuons tout ceci. Maintenant, je vais m'intéresser au ratio d'autonomie. Ratio d'autonomie, rapport entre dette financière et capitaux propres. Ici, la dette financière, il va falloir que je me méfie, parce que j'ai une partie de cette dette qui est en fait du compte courant d'associé. Donc je vais éviter de le prendre dans mon calcul, je vais ne prendre que la dette auprès d'établissements de crédit. Parce que le compte courant d'associé, c'est ce que les associés ont amené. Ça a une couleur, ça a le goût de la dette, mais on sent bien que le remboursement de celle-ci n'est pas quelque chose qui, dans le cas en tout cas du col, n'est pas ni urgent ni réalisable immédiatement. Donc je prends la dette de l'année N, 189, que je divise par l'ensemble des capitaux propres, soit 91. Ce qui nous fait un ratio, ici en pourcentage, de 208%. C'est-à-dire que pour 100 de capitaux propres, vous avez 208 de dette en face. Et le même calcul peut se faire pour l'année N-1 où on a un ratio de 127%. Si vous vous souvenez, ce ratio, dans l'idéal, ne devrait pas dépasser 100%. C'est-à-dire que pour 1 euro de dette, vous avez en face 1 euro de capitaux propres. Et là, eh bien, à 208, vous avez le banquier qui assure 2/3 des risques supportés par l'entreprise en termes de financement. Et puis enfin, la capacité de remboursement ou capacité d'endettement, les deux vont de pair. Capacité de remboursement, c'est en combien de temps, combien d'années de CAF est-ce qu'on va être capable de rembourser la dette financière. Donc je reprends le montant de la dette, 189 pour l'année N, que je vais diviser par la valeur de notre CAF, c'est-à-dire les 42. Et je fais le même calcul pour l'année 1. Résultat des courses, en N-1, il fallait 3,22 années de CAF au niveau où elle se situait à l'époque pour rembourser la dette financière. On est juste en dessus du fameux ratio de 3. Par contre, en N, le ratio se dégrade beaucoup puisqu'on passe à 4,5 années. C'est-à-dire qu'avec 42 de CAF, il lui faut 4,5 années x 42 pour rembourser ce qu'elle doit. Là, on est face à une entreprise, pour le coup, où il y a un risque fort, d'autant plus que les années précédentes, on n'était pas indemne de risque. Logiquement, entre l'autonomie et la capacité de remboursement, mais également les résultats qu'on a pu voir précédemment, les banquiers ne vont pas se précipiter pour prêter de l'argent, bien au contraire. Là, il y a à la fois un risque, parce que c'est le banquier qui assume une grande partie des financements, et en plus, il y a un risque au remboursement, parce qu'avec 4,5 ans, l'entreprise ne va pas pouvoir renouveler un quelconque équipement, va devoir laisser vieillir celui-ci, et en plus, vu la manière dont progresse le compte du résultat, on a le sentiment que la CAF est amenée plutôt à régresser qu'à progresser. Donc derrière, le ratio risque encore de se dégrader. Donc là, un banquier ne prêterait certainement plus rien à cette entreprise, c'est même étonnant qu'il lui ait encore prêté cette année. Seuls les associés peuvent espérer amener encore des fonds à l'entreprise, soit sous forme de capital, soit encore avec du compte courant d'associés. En synthèse, eh bien on peut dire qu'on est face à une entreprise qui va avoir beaucoup de mal à financer les investissements dont on a fait allusion dans l'énoncé. Là, il faudrait 180 000 € pour pouvoir financer la nouvelle machine et la piscine. Cette entreprise n'a aucune trésorerie d'avance, ne peut plus rien emprunter, c'est déjà bien s'il peut espérer rembourser quoi que ce soit, n'a pas de CAF suffisante pour autofinancer quelque chose d'ailleurs, et les associés historiques vont avoir pas mal de problèmes parce que augmenter le capital ou amener encore des fonds, j'espère qu'en tout cas ils ont quelque chose de côté parce que ils sont déjà à 1 127 000 € de compte courant d'associés,
Le capital a été en grande partie détruit. Dans cette société, on partait avec 170, ben on en a déjà perdu 129 si vous vous souvenez. Donc là, on va avoir déjà, de toute façon, pour les prochains exercices, besoin de recapitaliser l'entreprise. Donc il va falloir épurer les pertes. Là, ça va être déjà pas mal de capitaux pour les associés à réinjecter, ou en tout cas constater que ce qu'ils avaient déjà amené est perdu. Donc c'est sans doute pas sur une piscine et sur une machine à vendanger qu'il faut parier, c'est peut-être plus sur une analyse plus précise des charges qu'il faudrait faire cette fois-ci sous une approche calcul des coûts, et se poser effectivement la question, est-ce que il faut continuer à produire du vin? Certes, ça plaît aux clients des gîtes de venir sur un domaine viticole, de pouvoir repartir avec leurs petites bouteilles, etc. Il n'empêche que l'intégralité de la surface de vigne est louée, qu'on a 2 salaires spécifiquement dédiés à cette production de vin, que cette production de vin, eh bien, en termes de vente, décline fortement d'une année sur l'autre, n'amène pas grand chose comme valeur ajoutée, sans compter qu'on a sans doute aussi un nombre important de charges extérieures, parce que c'est des traitements, parce que c'est des consommations de carburant, c'est des matériels qu'il faut entretenir, etc. Des savoir-faire également qu'il faut aller chercher de manière ponctuelle. Est-ce que cette entreprise n'aurait pas plus intérêt à se reconcentrer sur la partie touristique, garder peut-être un tout petit peu de vignoble pour le côté un peu typique, quitte à effectivement en louer une petite partie, à vinifier et pouvoir vendre aux clients sa propre production, mais en tout cas arriver à réduire drastiquement des charges qui, d'une année sur l'autre, là on l'a vu, avaient déjà eu tendance à dériver pas mal. Faut-il trouver un partenaire? Eh bien, faut-il encore espérer qu'un partenaire veuille bien venir s'intéresser à cette entreprise, parce que là, les pertes succèdent aux pertes, donc c'est pas très intéressant, et qu'il faut sans doute déjà restructurer, comme on vient de l'indiquer, avant de pouvoir passer à autre chose. Voilà, en conclusion, pour cette société Green. Je vous remercie de votre attention.